17 novembre 1910. Sur le plateau de l'émission Le Fou du Roi, diffusée sur France Inter, Pierre Perret s'esclaffe comme à son habitude. L'ambiance est légère, le public rit. Jusqu'à cette question d'un chroniqueur invité, une phrase lancée presque en l'air. « Monsieur Perret, vous n'avez jamais eu peur que Lily soit perçue comme paternaliste, voire raciste ?» Un court silence. Le sourire s'efface. Pour la première fois depuis des décennies, le chanteur du Zizi cesse de plaisanter. Ce moment, diffusé mais jamais repris par les grands médias, marque le début d'une série de remises en question. Des accusations longtemps contenues ressurgissent, propos sexistes masqués sous l'humour, caricatures douteuses dans certaines chansons, connivence silencieuse avec un système qui préfère rire que débattre. Pourquoi a-t-on laissé faire ? Qui savait vraiment ce que contenaient ces textes ? Le succès protège-t-il de tout, même des critiques les plus légitimes ? Et si Pierre Perret n'avait jamais été l'homme qu'on croyait ? Voici l'histoire d'un monument de la chanson française et des fissures profondes qu'on n'a jamais osé regarder en face. Pierre Perret naît le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne. Fils d'un cafetier et d'une mère au tempérament bien trempé, il grandit dans l'arrière-salle d'un petit restaurant de province, baigné dans les odeurs de cassoulet, les éclats de voix et les récits populaires. Dès l'enfance, il apprend à observer, à imiter les accents, à tourner les situations en dérision. Le verbe devient pour lui une arme, une forme de survie sociale dans un monde rude et sans pitié pour les timides. L'école, il y va, mais sans passion. C'est la scène de la vie quotidienne qui l'intéresse. Il écoute parler les anciens, enregistre les expressions, capte les doubles sens. Très jeune, il comprend qu'un bon mot, un rire déclenché au bon moment, peut désamorcer la violence, attirer la sympathie, même des puissants. Ce mécanisme va façonner sa personnalité. Perret devient celui qui amuse, qui dédramatise, qui s'en sort par l'humour. Mais cette apparente légèreté cache des blessures. Le petit Pierre souffre d'un complexe d'infériorité profond. Ni beau, ni fort, ni très bon à l'école, il n'a que ses mots pour exister. Cette faille va nourrir une ambition féroce, presque compulsive. Il veut être reconnu, aimé, applaudi. Il veut que les gens rient avec lui, pas de lui. À l'adolescence, il découvre la musique et la poésie. Très vite, il s'essaie à la composition, d'abord timidement, puis avec une aisance déconcertante. Il écrit comme il respire. Les mots lui viennent facilement, les mélodies aussi. Sa culture populaire devient son plus grand atout. Il ne cherche pas la sophistication, il parle comme on parle dans les bistrots, dans les cuisines, dans les cours d'école. Et cela plaît. Lorsqu'il monte à Paris, il arrive avec une image déjà bien forgée, celle d'un provincial rusé, gouailleur, proche du peuple. Rapidement, il se fait remarquer dans les cabarets rive gauche. Mais à la différence des chanteurs engagés ou des poètes lyriques qui peuplent alors les scènes parisiennes, Perret choisit une autre voie, l'humour, la gaudriole, la chanson à double fond. Ce choix n'est pas anodin. Il sait qu'en France, faire rire, surtout avec une touche de trivialité, est un moyen puissant de s'imposer. Et cela fonctionne. Il attire un public large, populaire, transgénérationnel. Son talent d'imitateur, son usage malicieux des mots, ses refrains entêtants lui ouvrent les portes des maisons de discours, puis de la télévision. Mais cette ascension cache un paradoxe fondamental. L'homme qui séduit par sa simplicité n'est pas aussi naïf qu'il le laisse croire. Pierre Perret contrôle son image, travaille ses textes avec précision, choisit ses interviews avec soin. Derrière le bonhomme rigolard, il y a un stratège. Il comprend très vite que les chansons grivoises lui assurent une visibilité, tandis que les textes plus sérieux, comme Lily ou Mon petit loup, lui confèrent une aura morale. Pourtant, cette construction d'image, entre rigolade et bonne conscience, va s'avérer périlleuse. Car à force de vouloir tout dire, tout commenter, tout dénoncer à travers l'humour, Perret prend des risques. Il frôle les limites, et parfois il les franchit. C'est ici que le germe du scandale commence à pousser, discrètement. Certains de ces textes font tiquer, quelques journalistes s'interrogent, des associations grognent, mais l'artiste est encore intouchable, le public l'adore. Les critiques sont balayées d'un revers de main, classées dans la catégorie des pisse-froids. Il est encore trop tôt pour qu'une véritable polémique émerge, mais les fissures sont là, invisibles aux yeux du plus grand nombre, pour le moment.
Entre 1960 et 1990, Pierre Perret devient l'une des figures les plus emblématiques de la chanson française. Il enchaîne les tubes à un rythme effréné, vend des millions de disques et surtout conquiert le cœur d'un public très large, qui voit en lui un mélange rare de tendresse, d'humour et de lucidité populaire. Sa voix nasillarde, son air jovial, ses mots toujours choisis avec précision lui confèrent une signature unique. On ne confond pas Pierre Perret avec un autre. C'est en 1974 que son nom explose littéralement dans les foyers avec la sortie de Le Zizi, une chanson sur l'anatomie masculine destinée à éduquer les enfants de manière drôle et sans tabou. Le morceau, qui aurait pu provoquer un tollé, devient au contraire un hymne intergénérationnel. Parents et enfants rient ensemble et Perret est propulsé au rang de trublion national, un clown poétique qui ose dire ce que d'autres taisent. Mais derrière ce rire facile, la chanson soulève déjà des controverses. Certains éducateurs pointent un double discours, d'autres dénoncent une sexualisation précoce de l'enfant. Le débat reste marginal, car les ventes de disques pulvérisent tous les records. Et Perret, en stratège avisé, sait détourner chaque critique par un bon mot, une blague, un sourire. 2 ans plus tard, il frappe un grand coup avec Lily. Cette ballade raconte le parcours d'une jeune femme noire venue chercher une vie meilleure en France. Le titre est acclamé comme un plaidoyer contre le racisme, étudié dans les écoles, salué par les politiques. Jacques Chirac et François Mitterrand citent même la chanson dans certains discours. Le paradoxe est total. Celui qu'on avait classé dans la catégorie des amuseurs grivois devient soudain une conscience morale, un poète engagé. La presse culturelle se régale de cette métamorphose. Le monde de l'éducation l'encense. On invite Perret sur tous les plateaux. On analyse ses textes, on publie ses partitions dans les manuels scolaires. Dans les années 1980, Perret atteint le sommet de sa carrière. Il remplit les zéniths, devient un habitué des émissions comme Champs-Élysées, Le Grand Échiquier, Apostrophe. Il publie des recueils de poésie, des livres de cuisine, des autobiographies. Il est décoré de l'Ordre du Mérite, reçoit des prix de l'Académie française. Il devient un intouchable, au sens presque religieux du terme. Critiquer Perret, c'est critiquer la France populaire elle-même. Son réseau s'élargit bien au-delà du show-business. Il entretient des liens chaleureux avec des figures politiques de tous bords, fréquente les élites intellectuelles, tout en gardant une image proche du peuple. Cette capacité à plaire à tout le monde devient son talisman. Il n'est ni de gauche ni de droite. Il est Pierre Perret, et cela suffit. Et pourtant, certains commencent à remarquer des failles dans cette armure si bien huilée. Des sociologues, des militants, des jeunes artistes issus de l'immigration ou des minorités dénoncent une lecture blanche de Lily, jugée condescendante malgré ses bonnes intentions. D'autres s'interrogent sur les paroles de certaines chansons moins connues où les stéréotypes sexistes ou raciaux seraient trop appuyés pour être innocents. Mais à l'époque, ces critiques ne trouvent pas de relais. Les journalistes évitent le sujet. Les radios continuent de diffuser ces titres sans retenue. La télévision le considère comme un trésor national qu'il ne faut surtout pas salir. Et lui-même, quand on lui pose des questions un peu trop pointues, botte en touche avec humour ou renverse la situation. Ce sont les bien-pensants qui sont devenus dangereux, pas les chansonniers comme moi. Cette aisance, ce culot tranquille, renforce encore son aura. Pierre Perret devient le tonton subversif mais inoffensif, celui qui dit des choses graves avec des mots d'enfant. Une image aussi puissante qu'ambiguë. Mais sans qu'il ne le sache encore, cette ambiguïté est un terrain instable, car à force de jongler entre la provocation bon enfant et le discours engagé, il s'expose à une relecture critique de son œuvre. Et dans une société en mutation, où les sensibilités évoluent, certaines paroles d'hier peuvent devenir les accusations de demain. C'est précisément dans cette décennie de gloire qu'apparaissent les premières tensions. Des voix isolées, d'abord timides, commencent à remettre en question le mythe Perret. Et si elles sont encore étouffées par la clameur des succès, elles annoncent déjà l'onde de choc à venir. Cette chanson dépeint les colonies de vacances d'après-guerre en ridiculisant à la fois les moniteurs, les repas, les enfants. Si l'humour fait mouche à l'époque, il est plus tard interprété par certains sociologues comme une stigmatisation des classes populaires. On l'accuse de mépris de classe déguisé en tendresse.
Ces critiques, longtemps tenues à la marge, commencent à s'intensifier dans les années 2010. Et ce qui choque le plus, ce ne sont pas tant les paroles que la complaisance du système médiatique à son égard. En 1984, une lettre ouverte signée par un collectif féministe circule dans certaines rédactions parisiennes. Elle accuse Perret de propager des stéréotypes sexistes dangereux sous couvert de folklore. La lettre n'est jamais publiée. Un rédacteur en chef de l'époque confiera des années plus tard, sous anonymat, « Personne n'osait s'en prendre à Perret. Il faisait partie du décor. Le critiquer, c'était s'attaquer à la France qui chante et qui rit. » En 1991, un passage sur France 3 dans l'émission 40 degrés à l'ombre provoque une gêne en direct. Interrogé sur les paroles de Le Zizi, Perret élude la question par une blague, puis ajoute « Ce sont les censeurs qui me font peur, pas les enfants ». Le public applaudit, le sujet est clos. Mais plusieurs membres de l'équipe de production confieront avoir tenté de couper la séquence au montage sans succès. Des archives de l'INA révèlent qu'au moins 2 interviews filmées entre 1988 et 1992, où Perret était confronté à des critiques plus sérieuses, n'ont jamais été diffusées, officiellement pour raisons éditoriales. En coulisses, certains évoquent la pression d'un entourage protecteur, d'autres parlent d'un véritable tabou culturel autour des idoles nationales. L'une des affaires les plus troublantes reste celle d'un manuscrit non publié. En 2006, Pierre Perret prépare un recueil de souvenirs personnels. L'éditeur, après lecture, annule le contrat. Un passage décrivant ses rencontres avec de jeunes fans aurait été jugé maladroit, voire ambigu. Le livre ne sortira jamais. Comment expliquer que ces polémiques, si elles ont existé, aient été étouffées aussi efficacement? Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'ancienneté, Perret est là depuis toujours, on ne remet pas en cause un monument. La nostalgie, ses chansons sont associées à l'enfance, à l'innocence collective. La stratégie de défense, il répond rarement frontalement, préfère détourner l'attention par l'humour. La complicité médiatique, peu de journalistes osent l'attaquer par crainte de s'aliéner un public fidèle. Mais derrière cette protection bienveillante, une question dérangeante demeure. Si un jeune artiste d'aujourd'hui écrivait les mêmes textes, aurait-il été accepté aussi facilement? C'est à partir de 2013 que la donne change. Les réseaux sociaux permettent à de nouvelles voix de s'exprimer sans filtre. Des threads Twitter, des vidéos sur YouTube, des articles de blog dénoncent les textes problématiques de Pierre Perret. Ils pointent une génération d'auteurs protégés dont les œuvres résistent mal au regard contemporain. Un hashtag Perret raciste apparaît brièvement sans jamais devenir viral, mais la symbolique est forte. Perret, alors âgé de près de 80 ans, se défend dans les médias. On ne peut plus rien dire, même l'humour devient suspect. Une posture qui séduit certains, mais qui exaspère les autres. Le scandale n'a pas explosé comme une bombe, il s'est plutôt insinué comme un poison lent, un malaise persistant que ni les démentis ni les pirouettes médiatiques n'ont su effacer totalement. Pour Pierre Perret, habitué à l'adoration et à la légèreté, cette lente dégradation de son image publique fut plus insidieuse et plus douloureuse. Au fil des années 2010, une fracture silencieuse s'installe. D'un côté, un public fidèle, souvent plus âgé, continue de le défendre bec et ongle. De l'autre, une nouvelle génération plus critique, moins indulgente, qui n'hésite pas à questionner l'héritage de ceux qu'on appelait autrefois des intouchables. Perret, figure tutélaire d'une époque révolue, devient peu à peu le symbole d'un humour daté, d'une bienveillance paternaliste jugée condescendante. Les premières conséquences concrètes ne se font pas attendre. Certains festivals déclinent poliment ces candidatures, évoquant des choix éditoriaux différents. Des enseignants, autrefois enthousiastes à l'idée d'étudier Lily en classe, préfèrent désormais des auteurs plus contemporains, moins susceptibles de créer la polémique. Les radios généralistes réduisent la fréquence de ses chansons. France Culture et France Inter ne le sollicitent presque plus. L'homme, pourtant, ne montre rien. Officiellement, il continue à publier, à écrire, à composer. Mais autour de lui, les signes d'un isolement progressif se multiplient. Des amis de longue date s'éloignent, non pas par rupture brutale, mais par lassitude. Il devient impossible à défendre, glisse un proche dans un article resté confidentiel. L'entourage se resserre, les apparitions se font plus rares. Le sourire reste intact, mais dans les interviews, il y a parfois une forme de fatigue.
Dans une rare confession accordée au Journal du Dimanche en 2016, il admet « On m'a mis dans une case, celle du vieux chanteur qui fait rire, mais on a oublié que je savais aussi pleurer. » La phrase est passée presque inaperçue, noyée dans la masse des informations du week-end. Pourtant, elle traduit un état d'esprit nouveau, la lassitude d'un homme qui ne comprend plus vraiment le monde dans lequel il vit. Un monde où le rire est disséqué, où les mots sont pesés, où les intentions ne suffisent plus à absoudre les maladresses. Au plan familial, les conséquences sont plus floues mais réelles. Perret a toujours été discret sur sa vie privée. Marié à Simone Mazaltar, dite reine depuis les années 60, il a 2 fils. Peu d'informations filtrent sur ses relations familiales, mais certaines sources proches évoquent des tensions larvées. L'un de ses fils, engagé dans des causes environnementales et sociales, aurait exprimé ses désaccords sur certains textes de son père. Rien de public, rien de frontal, mais un malaise perceptible lors de certaines apparitions communes. L'artiste lui-même tente de s'adapter. Il publie de nouveaux ouvrages, parfois très personnels, comme Ma vie en vain ou Les paroles interdites, mais il rencontre un succès mitigé. Les médias culturels hésitent à les chroniquer. Le chanteur préféré des Français n'est plus un sujet vendeur. En 2019, il tente un retour en force avec l'album Mes adieux provisoires. Le titre ironique cache une réelle volonté de reconquérir le public. Certaines chansons évoquent directement le climat ambiant, la surveillance des mots, les procès d'intention. Il fustige la bien-pensance, les réseaux sociaux, la morale changeante. Mais l'impact reste limité. L'album est salué par quelques fans, ignoré par le reste du paysage musical. Le plus dur pour Perret n'est peut-être pas la critique, c'est l'indifférence. Lui qui vivait pour la scène, pour le regard des autres, se retrouve dans un entre-deux pesant, ni condamné, ni réhabilité, juste mis à côté. Dans une interview donnée à Paris Match, il confie « J'ai chanté pour que les gens rient. Je découvre qu'aujourd'hui, le rire fait peur, ou qu'il faut s'excuser d'avoir fait rire. » Ce sentiment d'incompréhension, cette nostalgie d'un temps où les mots glissaient sans heurter, devient le drame personnel de Pierre Perret. Lui qui pensait avoir construit un pont entre les générations, voit ce pont se fissurer. Son nom reste associé à des souvenirs d'enfance, mais plus à une parole actuelle. Et pourtant, il continue. Par orgueil peut-être, par besoin vital sûrement. Il écrit encore, il chante parfois, il répond aux critiques par des vers. Il refuse de s'excuser pour ce qu'il n'a jamais voulu blesser. Mais dans le fond de lui, l'artiste sent que quelque chose s'est irrémédiablement brisé. Il n'est plus celui qu'on applaudissait à l'unisson. Il est désormais celui dont on débat. À mesure que les décennies passent, la France qui riait de bon cœur aux chansons de Pierre Perret n'est plus tout à fait la même. Une génération plus jeune, plus politisée, plus attentive aux mots et à leur portée, commence à relire l'héritage de ses aînés. Et Perret, jadis symbole d'une liberté d'expression joyeuse, devient un terrain d'affrontement idéologique. Dans les forums, les émissions culturelles, les colonnes de tribunes libres, un débat s'installe. Peut-on encore écouter le Zizi ou Lily sans malaise? Faut-il contextualiser ses œuvres, les bannir ou simplement les oublier? Certains animateurs radio choisissent d'éviter ces titres pour ne pas déclencher de polémique. D'autres, au contraire, s'en servent pour ouvrir la discussion. Les médias généralistes restent prudents. Ni France Télévisions, ni RTL, ni même Le Figaro ne consacrent de dossier complet à la chute de Perret. On préfère parler de ses engagements, de ses souvenirs, de son verger du Gâtinais, de ses recettes de cuisine. Le silence autour du cœur du scandale devient presque assourdissant. Quelques figures publiques tentent pourtant d'aborder frontalement la question. L'humoriste Sophia Aram évoque dans un sketch les blagues de vieux oncles qu'on rit par habitude mais qu'on n'assume plus. Le chroniqueur Aymeric Caron, sur LCI, souligne la tolérance sélective dont bénéficient certains artistes parce qu'ils ont bercé notre enfance. Mais la polémique retombe vite, comme si le débat dérangeait plus qu'il ne passionnait. C'est là que réside toute la complexité du cas Perret. Il ne fait pas scandale à la manière d'un Jean-Marie Bigard, dont les sorties outrancières déclenchent immédiatement la réprobation. Perret, lui, reste en demi-teinte, ni totalement coupable, ni totalement innocent. Un héritier du bon mot, pris au piège d'une époque qu'il ne maîtrise plus. Sur les réseaux sociaux, la division est flagrante.
Twitter voit apparaître plusieurs threads dénonçant ces textes. Des extraits de chansons, sortis de leur contexte ou non, sont analysés, critiqués, tournés en dérision. Des comptes militants accusent une partie du public français de nostalgie aveugle. Des influenceurs littéraires et musicaux préfèrent ne pas commenter, craignant d'alimenter une guerre générationnelle. Mais ce sont surtout les questions laissées sans réponse qui laissent un goût amer. Pourquoi tant d'années de silence médiatique autour des critiques fondées ? Les maisons de disques, les radios, les écoles ont-elles délibérément protégé une image qu'elles jugeaient rentable ? Et plus profondément, pourquoi la société française a-t-elle autant de mal à interroger ces icônes populaires ? Un article de Mediapart, resté en accès libre pendant une semaine en 2020, posait la question sans détour. Pierre Perret a-t-il été protégé parce qu'il incarnait une France qu'on ne voulait pas voir évoluer ? La réponse n'est jamais arrivée. En parallèle, d'autres débats surgissent. Peut-on dissocier l'homme de l'artiste ? Le rire excuse-t-il tout ? Le fait d'avoir été bien intentionné suffit-il à effacer les maladresses ? Le concept même d'humour populaire est-il compatible avec les exigences actuelles de respect et de représentativité ? Dans une époque où la patrimoine culturel est passé au crible, où les œuvres d'hier sont jugées à l'aune d'aujourd'hui, Perret devient un cas d'école involontaire. Il n'a pas agressé, il n'a pas insulté frontalement, il a simplement, trop souvent, ri de tout. Et c'est justement ce tout qui ne fait plus consensus. Même les institutions se divisent. L'éducation nationale n'a jamais formellement retiré Lily de ses supports, mais les formateurs recommandent désormais d'accompagner son analyse de contexte critique. L'INA, de son côté, a réédité certains passages télévisés avec un bandeau « contenu pouvant choquer ». Face à tout cela, Pierre Perret lui-même n'a jamais cédé à la tentation de l'excuse publique. Il a préféré l'ironie défensive. « Je suis un vieux chanteur, on me pardonne ou on m'oublie ». Mais l'oubli n'est pas encore total, et les interrogations, elles, demeurent entières. Il y a dans la trajectoire de Pierre Perret quelque chose de profondément français. Un artiste populaire, adoré pour sa malice, ses chansons enfantines, ses coups de gueule doux. Une figure rassurante, posée au carrefour de la mémoire collective et de la fête de village. Et pourtant, derrière les refrains qui font sourire, un malaise. Une question suspendue. Une époque qui bascule. De Le Zizi à Lily, Perret a capturé l'âme d'un pays en mutation. Il a mis en chanson les préoccupations, les contradictions, les espoirs d'une génération. Mais ce que cette génération acceptait sans broncher, les jeux de mots douteux, les raccourcis culturels, les stéréotypes chantonnés, ne passent plus pour la suivante. Ce n'est pas tant Pierre Perret qui a changé, c'est le regard qu'on porte sur lui. Et ce regard plus exigeant, plus aiguisé, révèle ce que l'on n'osait pas dire à voix haute. Certaines chansons blessent, certaines paroles ne font plus rire, et ce qui fut acclamé hier est aujourd'hui disséqué, remis en question, contesté. L'artiste, lui, n'a jamais cessé d'écrire. Il a résisté à l'indifférence par les mots, a transformé les critiques en rimes. Il a refusé de s'excuser, arguant qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire. Peut-on lui reprocher sa sincérité ? Peut-on lui pardonner ses maladresses ? Et surtout, la sincérité suffit-elle à absoudre l'impact réel des œuvres ? La société française, elle aussi, a sa part dans cette histoire. Pendant des décennies, elle a ri avec lui sans se poser de questions. Elle l'a hissé au sommet, puis l'a laissé redescendre sans bruit, presque sans regard. Le plus grand scandale autour de Pierre Perret, peut-être n'est pas ce qu'il a dit, mais ce que nous n'avons pas voulu entendre. Aujourd'hui, ses chansons continuent d'être fredonnées, ses livres se trouvent encore en librairie, ses interviews passent sur les chaînes de rediffusion. Mais l'icône a changé de visage. Il n'est plus seulement l'ami de nos enfances, il est devenu un sujet d'étude, de débat, parfois d'inconfort. Et si finalement, l'héritage de Pierre Perret n'était pas celui d'un homme qui a toujours eu raison, mais celui d'un miroir tendu à une France qui longtemps a préféré rire plutôt que réfléchir. La vraie question, celle qui demeure bien après les derniers accords de guitare, est peut-être celle-ci. Faut-il oublier Pierre Perret pour aimer à nouveau ses chansons ? Ou au contraire, faut-il se souvenir de tout, même de ce qui dérange, pour enfin les comprendre ?